Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours à l'aide de djelli, d'écrivains, d'historiens, de journalistes. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir quel héritage culturel transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Pour faire le lien avec ton propos précédent, en lien avec le rôle justement des sociétés africaines dans notre sujet, en septembre 2001 à Bamako, il y a eu donc le congrès des historiens africains et il me semble, parce que dans ton introduction tu nous en as pas parlé, mais tu faisais partie du bureau, il me semble. Donc c'est vraiment une position très importante dans l'histoire. Il semblerait que lors de ces débats, il y a eu vraiment une intensité dans les différentes thèses sur la question. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense qu'il faut replacer ce congrès de Bamako dans la renaissance de l'Association des historiens africains qui avait été créée en 1972, ici même à Dakar. Et Joseph Kizerbo, je crois, en a été le premier secrétaire général. Donc, c'était le 3e congrès de l'Association des historiens africains. À l'époque, moi, je n'étais même pas membre du bureau. Mais l'association avait traversé une crise pendant presque 26 ans. On avait gardé le même président et il n'y avait plus aucune structure qui fonctionnait, sauf la revue Africa Zamani, qui était maintenue en vie par Thierno Mokhtar Ba depuis le Cameroun. Donc, ce 3e congrès, on a eu l'opportunité de l'organiser avec un certain nombre de rencontres venant à la fois d'une initiative prise à Bamako par des collègues comme Doulaye Konaté, qui, à l'issue de ce congrès, était devenu le président de l'association. Donc, on s'est retrouvés à Bamako. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le couple présidentiel du Mali, c'était des historiens. Alpha Omar Konaré. Omar Konaré et Adam Konaré. Donc, c'était un moment de jonction des étoiles qui était très favorable aux historiens pour y tenir un congrès. On ne les remerciera jamais assez de nous avoir donné cette opportunité de faire renaître l'association après 26 ans de léthargie. Je me souviens, le président Alpha nous disait, quand il nous a reçus, nous disant que profitez de que je suis là pour organiser votre congrès, je suis historien, donc je peux vous comprendre. Mais après moi, vous n'organiserez plus de congrès au Mali, certainement. Bon, maintenant, la situation actuelle semble un peu lui donner raison. Et nous ne le remercierons jamais assez d'avoir accueilli le congrès des historiens. Alors, à ce congrès, moi, j'étais un jeune maître assistant au département d'histoire. À l'époque, je travaillais sur l'histoire des prisons en Afrique. Et on a lancé l'appel à communication du congrès, parce que le congrès était toujours précédé d'un colloque. Et c'est à ce colloque-là qui était sur historien africain et mondialisation. Je me suis dit, moi, je travaille sur les prisons, qu'est-ce que je peux raconter de mondialiser sur les prisons? Je n'étais pas inspiré. Et puis, ça m'a trouvé aux États-Unis quand j'ai reçu l'appel. C'était pratiquement, disons, ma première expérience réelle de vivre dans une société où l'identité raciale est très marquante. Aux États-Unis, vraiment, ça m'avait frappé combien les gens étaient définis par la couleur de leur peau. La race, entre guillemets, était très fortement présente dans les relations identitaires. Comme ça a été le cas pour l'esclavage. Voilà. Exactement, donc ils ont un héritage très long de l'esclavage colonial en Amérique et ça continue d'impacter. En y réfléchissant, je me suis dit, mais moi je vais regarder comment les historiens africains ont étudié la traite des esclaves. Je l'avais étudié quand j'étais en licence 1, 2, 3 à l'université Cheikh Anta Diop. J'avais suivi un cours sur la traite en première année. Bon, je n'en avais plus grand souvenir. Donc je me suis dit, je vais me remettre au texte et j'ai proposé
un titre plus un petit résumé comme on fait, lecture africaine de la traite des esclaves dans l'Atlantique. Alors, je commence à lire quelques ouvrages, Kizerbo, Baïguei, Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Je lis les thèses des historiens de Dakar pour pister comment ils parlent de la traite et de l'esclavage. Parce que dès cette époque, moi, je les distinguais déjà, la traite et l'esclavage. J'étais très surpris de voir que quand on parlait de la traite, très souvent c'était des chiffres et on saisissait la traite au moment du contact. Quand les compagnies de commerce sont en contact avec les marchands africains qui amènent les captifs sur la côte, c'est ce moment-là qui est le moment privilégié d'observation de la traite. Donc, on s'est beaucoup focalisé sur les chiffres. J'ai lu énormément à cette époque sur la question, mais je me suis rendu compte que quand il s'agit de l'esclavage, c'est les universitaires, les chercheurs européens qui travaillent sur l'esclavage en Afrique. Et surtout, très peu d'historiens. C'était des anthropologues, des sociologues, les Claude Meyassou, les Kopitov, historiens Martin Klein. J'avais trouvé quelques rares Africains, tels que Mamadou Saliou Baldé, dans un ouvrage dirigé par Meyassou, Claude Meyassou, l'esclavage en Afrique. Ensuite, j'avais trouvé Memel Foté, un Ivoirien qui avait fait un énorme volume vraiment sur l'esclavage dans les sociétés en Côte d'Ivoire, je ne sais plus quelle société. La façon dont les gens décrivaient aussi la traite, c'était que les sociétés africaines, innocemment, vivaient tranquilles dans leur village et leur continent, et puis brusquement, de méchants grands blancs sont arrivés sur la côte et puis démarre le phénomène le plus horrible qui soit, où des millions d'Africains sont embarqués pour l'Amérique. Pourquoi les gens ne regardent pas l'esclavage qui existe d'abord dans les sociétés africaines? Pourquoi ce silence? Ensuite, en lisant ces textes, ça donnait l'impression que les Africains il n'y avait pas d'Africains responsables de ce qui s'était passé. Il y avait juste des Européens qui venaient ramasser des Africains et les amener. Moi, je trouvais que c'était très dévalorisant pour les Africains, pour l'histoire de l'Afrique. Parce que ça veut dire que nous sommes capables d'être là, dans des sociétés organisées, et que des gens peuvent venir de l'extérieur, ne disposant pas des ressources à l'époque, 15e, 16e, 17e siècle. Il n'y a aucune puissance européenne qui a la capacité de pénétrer à l'intérieur du continent pour ramasser les esclaves et les amener en Amérique sans que personne ne réagisse. Je trouvais que c'était dévalorisant de décrire les choses sous cette forme. La manière dont, justement, les mécanismes ont été décrits par les propres historiens africains. Oui, par les propres historiens africains, c'était l'image que ça me laissait, c'était que les Africains n'étaient que des victimes d'Européens arrivés sur la côte et qu'à l'intérieur du continent, quasiment, on ne savait rien de ce qui se passait. Que tous les Africains pouvaient être embarqués dans cette affaire, pouvaient être ramassés, quel que soit leur statut, quelle que soit leur position dans l'État, ils pouvaient tous se retrouver au Mississippi. Mais en regardant les choses, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça ne correspond à aucune réalité. Ça ne correspond à aucune réalité. Les sources ne nous disent pas cela. Et même la logique simple, logique rationnelle ne nous dit pas cela. Ces sociétés étaient structurées, organisées, et il y avait une aristocratie qui contrôlait le pouvoir de l'État, qui certes avait des limites constitutionnelles, mais avait suffisamment de pouvoir. Et quand on regarde l'évolution de ces États, on se rend compte que de plus en plus, les élites se sont émancipées de ces traditions pour se mettre à piller les communautés paysannes qui ont réagi autour de l'islam pour ce qui est de la Sénégambie, qui se sont organisées dans les djihad du XVIIIe siècle pour s'opposer à la traite. L'Almami Abdul Khadir Khan et Souleymane Baal ont conquis le pouvoir en 1776 pour s'opposer à la traite. Il y a eu des résistances. Il y a eu opposition. Oui, il y a eu lutte. Des gens, mais ces gens qui luttaient étaient identifiables dans toutes les sociétés. Il y en avait qui étaient les rasiers, qui allaient piller les villages, et il y en a qui, au nom de l'islam, les ont organisés pour résister. On a une première salve qui arrive en 1673 autour de Nasr al-Din. Un siècle après, on a des révolutions musulmanes qui s'opposent à la traite, en particulier dans la vallée du fleuve. Et un peu partout, on a des révoltes
contre la traite, peut-être pas contre l'esclavage. Par exemple, au Fouta, le pouvoir des Allemands qui accèdent au pouvoir en 1776, ils s'opposent à la traite des musulmans. C'est-à-dire que quand vous êtes pris, quand un bateau traverse l'Empire, la moyenne vallée du fleuve, le bateau est arrêté, on vérifie toute personne capable de prononcer la shahada est libérée. Et donc, cette banalité que j'ai exposée à Bamako en disant aux gens qu'il y a une responsabilité de certaines élites africaines qui, en connivence avec les compagnies de commerce européennes, au nom de leurs intérêts, c'était pas qu'ils étaient mauvais, c'était pas de la morale, c'était pas qu'ils étaient mauvais. Pour des raisons économiques. C'est pour des raisons économiques, sociales, politiques, culturelles, identitaires, tout ce qu'on veut, qui fait que, contrôlant le pouvoir et voulant accéder aux ressources qu'on leur offre et qui participaient à la construction de leur pouvoir, ils sont allés chercher ce que demandaient les Européens, déposer des cuivres, de l'or en échange de fer, chevaux et autres. Et après, quand l'Europe a demandé des captifs, ils sont allés chercher les captifs. Eux-mêmes n'étaient pas des captifs, ils sont allés les chercher. Ils n'ont pas non plus pris les esclaves de leur société, hein. Ils sont allés prendre les communautés paysannes exclues du pouvoir. On appelle les badolos, sans force. Ce sont eux qu'on a pris massivement et qu'on a vendus, et c'est eux qui sont partis en Amérique. Mais ceux qui contrôlaient l'État, ceux qui contrôlaient l'armée, ceux qui avaient le pouvoir, c'est-à-dire les élites, eux, étaient épargnés d'aller en Mississippi. Ces élites-là n'étaient pas bêtes. Elles savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils vendaient des esclaves pour accéder aux ressources qui permettent de contrôler le pouvoir politique. Et ce phénomène, c'est tout ce que j'ai exposé à Bamako. Ce que tu nous expliques là, c'est vrai que pour, encore une fois, nous, grand public, quand on nous parle d'esclavage, maintenant on peut se permettre de lancer les termes de traite et d'esclavage au pluriel. En clair, l'Africain, il y a eu résistance, il y a eu révolte, l'Afrique a été pillée de ses ressources humaines, économiques, et vidée. Et là, ce que tu nous décris, c'est que certains États, certaines élites ont participé pour les raisons que tu viens de décrire. Et lorsque tu as tenu ces propos en septembre 2001 à Bamako, quelle a été la réaction des autres historiens qui étaient présents à ce moment-là? Mais moi, j'ai fait mon exposé en toute innocence. Je pensais que ce que je disais relevait d'une telle évidence, inodore, incolore et sans saveur. Je l'ai exposé comme n'importe quel jeune historien qui arrive dans un colloque. J'ai fait mon exposé dans un amphithéâtre bondé de monde. Je n'avais aucune crainte. Je ne me sentais pas... Tu ne mesurais pas la portée des... Du tout, alors. Pour moi, ce que je disais, c'était des banalités et que tout le monde le comprenait. Mais au final... Qu'il n'y a pas une puissance européenne au XVIIe siècle qui peut venir ici ramasser les gens et les amener en Amérique. C'est évident. Et quand je l'ai dit, après, les débats ont été ouverts pour le public. Mais il y avait que ma communication qui était à l'ordre du jour et j'ai été littéralement bombardé. Et il se trouve que c'était le même jour que les deux tours Trade Center se sont effondrés. C'est le même jour. Ah non, moi, j'ai eu mes tours qui se sont effondrés sur moi. C'était un véritable séisme. Oui, c'était un véritable séisme pour moi. D'autant que ceux qui m'attaquaient, c'était vraiment une attaque frontale que je n'entendais pas. J'étais très surpris. Non. Ce sont ceux qui m'ont appris l'histoire. Alors, on a malheureusement pas la contradiction en notre présence, mais peux-tu nous dire quelles étaient les thèses de leur réaction? Ils m'ont dit, tu n'es pas spécialiste de cette question, ce qui était vrai. Premier élément. Oui, à cette époque. Oui, ça remonte plus de 20 ans. C'est pourquoi j'étais entré par la bibliographie, par l'historiographie. T'appuyais sur tout ça. Sur ce qui avait été écrit là-dessus, c'est ça que j'analysais en historien, le métier qu'on m'avait appris. D'accord. Donc, je l'ai fait. Les gens m'ont dit, tu n'es pas spécialiste de ces questions, tu racontes du n'importe quoi, il n'y a aucune responsabilité africaine dans cette affaire. Donc, il n'y a pas eu d'argument d'historien. Il y a eu des arguments de culpabilisation, de morale et autres. Bon, là où j'étais comme jeune historien, je me suis dit, bon, ok, la salle est pleine à craquer, qu'est-ce que je fais? Je bats ma coulpe et je dis, moi je suis spécialiste des prisons, j'ai juste essayé de faire une lecture, je suis désolé si ça n'a pas plu au maître et autres. Bon, mais mon caractère très rebelle m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça, parce que tu sais pertinemment que ce que tu dis est vrai.
C'est ta position. Oui, c'est ma position. Je suis allé à l'assaut aussi vigoureusement que possible. J'ai vraiment sorti mes bazookas. J'ai tiré, j'ai dit, bon, écoutez, moi, si vous estimez que vos ancêtres étaient des idiots, moi, mes ancêtres n'étaient pas des idiots. Ils avaient un agenda. Ils étaient des êtres historiques, des sujets de leur propre histoire, et qu'ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient. Ceux qui participaient au commerce des esclaves savaient ce qu'ils faisaient. Les villageois qui étaient dans les villages, qui se défendaient, savaient ce qu'ils faisaient. Les élites musulmanes qui organisaient la résistance contre la traite et pas contre l'esclavage savaient ce qu'ils faisaient. Tous savaient ce qu'ils faisaient. D'autant qu'il y en a qui ont été mis en esclavage, qui sont partis et qui sont revenus. Un érudit musulman qui a été mis en esclavage en Amérique, qui s'est retrouvé en Angleterre, qui a été employé par la suite par la compagnie anglaise qui faisait le commerce des esclaves sur Banjul. Il est revenu, il les représentait. C'est lui qui achetait les esclaves pour les ramener. Donc celui-là ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Il savait bien ce qui se passe de l'autre côté. Donc je me suis bien défendu. Mais le clou de l'affaire, c'est après le panel, quand on a fini cette bagarre-là, la séance est levée, tout le monde sort de l'amphithéâtre. Moi, c'était la pause café. J'étais fâché comme c'est pas possible. Il y a des historiens africains qui sont venus me voir pour me dire mais ne te fâche pas. Tout ce que tu dis est vrai, on le sait. Mais ne le dis pas devant les Blancs. Ils étaient présents? Oui. Et il y a des Blancs, entre guillemets, qui sont venus me voir en me disant, monsieur, vous êtes courageux, je pense la même chose que vous. Mais je n'ose pas le dire parce qu'on va me taxer de raciste. Est-ce que 24 ans plus tard, la position que tu as tenue, en tout cas lors de cette même année, ce même mois, aurait été la même aujourd'hui? Dès ce jour-là, et dans ma tête, la première question que je me suis posée, je me suis dit, mais où sont les historiens? Si les gens sont ici en blanc et noir, qui va écrire l'histoire? Donc les gens sont sur des positions racistes. Les historiens ne peuvent pas être sur des positions racistes. On ne peut pas écrire l'histoire parce qu'on est blanc, on l'écrit de cette façon. Parce qu'on est noir, on l'écrit de cette façon. Nous avons une discipline commune qui est l'histoire. On n'a qu'à appliquer les méthodes de l'histoire, poser les bonnes questions et y répondre. Donc, il y a des positions binaires en réalité. Binaires qui s'alignent sur tout ce que tu viens de décrire. Sur des positions raciales. Et ça, ce n'est pas de l'histoire. Et même si c'est pour défendre une mémoire, cette mémoire, elle est la mémoire hégémonique. Parce que si vous demandez aux gens des villages... Domination, mémoire de domination. Oui. Si tu demandes aux gens des villages ce dont ils se souviennent de l'époque, quelle mémoire est gardée, jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits où les gens sont hostiles à toute présence étrangère à cause de la traite et des razzias. On va aborder cette remarque. Ce n'est pas parce que les étrangers-là sont des blancs, c'est des noirs comme eux, mais ils savent qu'ils peuvent leur faire mal. Les Sérères du Nord-Ouest, qui habitent pas loin d'ici à Dakar, savaient bien que les gens du Cayor faisaient des razzias chez eux pour les vendre. Tout le monde le sait. Et les gens qui me disaient que ce que tu racontes, c'est pas vrai, ils le savent. Ils savent très bien que c'est comme ça que ça se passait. Donc c'était juste de l'idéologie. Et ensuite du terrorisme, de faire peur aux gens pour qu'ils n'étudient pas les objets qu'ils veulent étudier selon le truc. Donc on a essayé de terroriser les gens. C'est ce jour que j'ai décidé, je ne travaille plus sur les prisons. Là, il y a un sujet à creuser. Et pour répondre à votre question, si c'était aujourd'hui, je l'aurais dit encore plus fortement pour une raison. Si on veut expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés africaines d'aujourd'hui, que des milliers de jeunes prennent des pirogues pour affronter l'Atlantique, où on les amenait en captivité. Aujourd'hui, ils y vont librement. De leur propre gré. Librement, entre guillemets, de leur propre gré. Et se battent, se tuent pour y aller. Qu'ils traversent le Sahara pour se retrouver en Libye, en Algérie ou au Maroc pour aller en Europe, devrait nous interroger. Quelles sont les dynamiques internes de nos sociétés actuelles qui font qu'il y ait des jeunes qui embarquent dans des pirogues et ces jeunes ne sont pas n'importe qui. Ce ne sont pas des êtres socialement, politiquement inodores et incolores. Je dis toujours à mes étudiants, mes enfants n'en feront pas partie parce que je fais partie de l'élite. Par contre, ce sont les enfants des paysans exclus de l'école de la République en crise, exclus de la santé malmenée, exclus de l'accès à un emploi et à une vie digne, qui cherchent
à l'obtenir, cette fois-ci, non pas parce que les Européens viennent les chercher, mais c'est eux-mêmes qui y vont. Et quand ils y vont, le même système capitaliste qui a au départ été un système mercantile, aujourd'hui, avec ses multinationales et ses grandes entreprises, profite de cette main-d'œuvre qui arrive clandestinement en Europe. C'est la surexploitation de cette main-d'œuvre. Même si on se dit on est hostile à l'immigration, on est hostile à l'immigration clandestine, c'est le capital européen qui profite le plus de cette migration clandestine, en les sous-payant, en les réduisant à un esclavage pour aller récolter des fraises et des cerises dans les champs du monde ibérique qu'il avait commencé, pratiquement tout le reste de l'Europe. Même si on lance des cris d'orfraie, on va être envahi, notre société va disparaître et tout ça, le grand capital, lui, il sait combien il peut tirer profit, comme à l'époque avec les esclaves, combien il peut tirer profit. Mais il le fait en complicité avec des élites africaines qui arbitrent budgétairement la répartition des ressources, qui en exclut des milliers et des millions de personnes, comme à l'époque les badaulos, les sans force étaient exclus. Aujourd'hui encore, les communautés paysannes, les populations des banlieues exclues de tout accès aux ressources permettant une vie digne, embarquent comme à l'époque. Donc si on veut comprendre la situation de la traite, il faut juste regarder, ouvrir les yeux avec lucidité sur les sociétés africaines contemporaines. Et on comprendra très bien ce qui s'est passé à l'époque de la traite. On dit souvent que c'est le passé qui éclaire le présent. Cette fois-ci, le présent peut éclairer le passé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Djelia. Pensez à liker, commenter et partager. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia. Djelia, Djelia, Djelia.